Combien allez-vous payer de taxes sur les plus-values liées à vos investissements à partir de l'année prochaine ? Avez-vous droit à une exonération ? Comment fonctionnera la déclaration et le paiement de cette taxe ? C'est ce que nous allons voir avec cet épisode un peu spécial de Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Je vous propose donc d'écouter mon collègue Philippe Gallois, journaliste financier spécialisé dans la fiscalité. Il a eu la bonne idée d'inviter lors du salon Finance Avenue, qui se tenait il y a 2 semaines, 2 experts pour débattre de l'application de la future taxe sur les plus-values, une taxe qui a été confirmée avec l'accord budgétaire présenté cette semaine par le gouvernement fédéral. Sont concernés évidemment les valeurs cotées en bourse, mais aussi les cryptoactifs et les titres de sociétés non cotées. C'est ce que vont vous expliquer maître François Collomb et maître Laurent Donnet de Casteau, tous deux avocats spécialisés dans le droit fiscal. L'enregistrement commence avec un bref rappel de ce que contient la loi, exposé par le journaliste de l'Écho, Philippe Gallois. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce débat consacré à la taxe sur les plus-values. On va essayer de vous donner un maximum d'informations. On a la chance d'accueillir 2 éminents spécialistes de la fiscalité pour en parler. François Collomb, avocat spécialisé en droit fiscal, fondateur du cabinet Collomb Law. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci. Et Laurent Donnet de Casteau, avocat également, spécialisé également en droit fiscal, fondateur du cabinet Advisius. Bienvenue à vous. Merci. Voilà. C'est un plaisir. Alors, en guise d'introduction, je voudrais tout d'abord rappeler les précautions d'usage parce qu'on parle ici d'un sujet qui est encore hypothétique. Cette taxe, vous le savez, ne fait encore l'objet que d'un avant-projet de loi qui n'a pas encore été déposé à la Chambre ni adopté. Donc, on connaît, grâce aux textes qui ont circulé, heureusement dans la presse, les grandes lignes de cette future taxe qui devrait voir le jour en 2026. Mais on part du principe pour ce débat que cette taxe va effectivement entrer en vigueur en 2026 et on va débattre ici des grandes lignes de ce qu'on connaît déjà en entrant déjà dans certains détails grâce aux textes qui ont circulé. Rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler les grands principes de la taxe sur les plus-values. Donc ce sera un impôt de 10%. On parle ici de la taxe dans le sens qui sera le plus commun, c'est-à-dire celle qui s'applique aux boursicoteurs, on va dire, à monsieur et madame tout le monde qui a un compte titre et qui fait des plus-values régulièrement année après année. On ne parle pas ici de grands investisseurs qui ont une participation de moins 20%, qui subiront un autre régime. Mais donc, dans cette exception-ci, la taxe sera de 10% sur la différence positive entre la valeur lors de la vente et la valeur lors de l'acquisition, en principe. Les actifs financiers en question sont très larges, ça peut aller de simples actions, d'autres instruments financiers comme des obligations, des fonds, des ETF, mais aussi des cryptoactifs, des assurances-vie sous forme de placement, de l'or d'investissement, donc c'est très large. Il y a quelques exceptions comme l'épargne pension ou autres. Les plus-values historiques sont exonérées, c'est un très grand principe de cette taxe, c'est important de l'avoir en tête. Donc elle va entrer en vigueur normalement en 2026. Tout l'accroissement de valeur de votre portefeuille d'actifs jusqu'à fin 2025 ne sera pas concerné par la taxe, ça y échappe. Okay, on entrera dans les détails tout à l'heure pour voir comment ça va se calculer, ce qui peut être assez complexe. Les moins-values seront déductibles. En 2026, début d'année, vous achetez une action A et une action B, toutes les deux de valeur de 100 €. En fin d'année, quand vous revendez, l'action B est tombée à 90 €, l'action A a fait plus 50%, elle fait 150 €. Vous faites une plus-value de 50 € d'un côté, une moins-value de 10 € de l'autre côté. Votre plus-value sera de 40 €, elle sera ramenée à 40 €. Par contre, vous ne payerez pas de taxe parce que vous avez aussi une exonération de 10 000 € par an. Donc si vous faites une plus-value de jusqu'à 9 990 € une année, elle n'est pas taxée à 10%. Ça, ce sont les grands principes. Alors, dit comme ça, un samedi, après que vous ayez déjà assisté à 3 conférences, c'est peut-être un peu difficile de conceptualiser, de visualiser précisément comment ça va se passer au niveau pratique pour votre portefeuille. Donc, à l'Écho, on a réfléchi à ça depuis quelques jours déjà, et on a développé un outil de calcul de cette taxe. Donc, c'est un instrument qui est disponible en ligne à partir de maintenant. Vous pouvez déjà y accéder. Et
Sur base de cet outil, vous pouvez simplement encoder des données assez simples, valeur d'acquisition, valeur au 31 décembre 2025, valeur de revente, dire si vous vendez avant 2031 ou pas, parce que ça pourrait avoir une incidence sur le calcul de la taxe et ce que vous pourrez réclamer comme remboursement. Tout ça est intégré dans le modèle, donc c'est assez pointu, assez complet, et ça vous donne une bonne idée de la taxe que vous auriez à payer. Évidemment, on est en 2025, donc là, vous ne pouvez faire que des simulations. Vous ne connaissez pas par définition la valeur de votre actif fin d'année, ni la valeur à laquelle vous le revendrez en 2026. En 2026, là, on sera en situation réelle. Vous pourrez vous dire avec cet outil, à l'instant T, si je revends mes actifs maintenant, qu'est-ce que je vais devoir payer comme taxe sur la plus-value? Il y a une seule chose qu'on ne prend pas en compte dans cet outil, c'est la possibilité que le seuil d'exonération augmente de 1 000 € par année pendant un maximum de 5 années jusqu'à 15 000 €. Ça aurait été assez complexe. Il aurait fallu encoder beaucoup de données, les moments où vous vendez, les plus-values que vous avez faites sur l'année A, combien sur l'année B, etc., les reports. Et vous allez comprendre pourquoi on n'a pas pu intégrer ça tellement c'est complexe. Parce que je voudrais poser la question à Laurent Donnet d'emblée. Comment va évoluer ce seuil d'exonération de 10 000 €? Quel est le principe? Parce que ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer de prime abord. Effectivement. Le principe de ces 10 000 €, c'est un peu un principe de sac à dos. Chaque année, vous avez ce sac à dos de 10 000 €. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, ça, c'est votre choix financier de réaliser et surtout les performances financières de vos investissements qui vont le dicter. Mais imaginons que vous utilisez vos 10 000 €. L'année prochaine, et de l'année suivante, ce sera également 10 000 €. On ne va rien rajouter à ces 10 000 €. Et ce n'est que dans l'hypothèse où vous n'utilisez pas ou presque pas votre sac à dos de 10 000 € de l'année que ça va avoir une influence sur l'année suivante. Où est la limite? La limite est à 1 000 €. Et on est en train de parler de chiffres qui devraient rester similaires pour les 5 années à venir parce que ce ne sera pas indexé. Mais donc on parle bien de 10 000 €, on ne parlera pas de 10 000 et quelques l'année prochaine, etc. Mais donc 10 000 € et 1 000 €. 1 000 €. Si vous réalisez en cours d'année 2026 une plus-value de 500 €, vous êtes en dessous du seuil de 1 000 €. Et donc vous n'utilisez que 500 € de votre sac à dos 2026 et le législateur a prévu que vous allez pouvoir reporter jusqu'à maximum 1 000 € de ce que vous n'avez pas utilisé. Mais si vous avez utilisé 500 € en 2026, il ne vous reste plus que 500 €. Donc vous allez pouvoir mettre dans votre sac à dos 2027 500 € en plus. Vous aurez 10 000 € plus 500 € non utilisés. Vous n'avez fait aucune plus-value en 2026, votre sac à dos sera bien de 10 000 € plus 1 000 €. Vous avez réalisé 1 200 € de plus-value en 2026, votre sac à dos sera que de 10 000 €. Vous avez utilisé plus de 1 000 € en 2026, il n'y a rien à reprendre en 2027. Complément, si vous me suivez toujours. Donc on a ce complément qu'on reporte de l'année 1 vers l'année 2. Vous voyez déjà qu'on a mis toute une série d'hypothèses. Si en 2027, vous avez votre sac à dos de 10 500 € en partant de l'hypothèse qu'en 2026, vous avez réalisé 500 € de plus-value. 2027 est une année blanche au niveau de la réalisation des plus-values. Vous allez pouvoir reprendre vos 500 € de 2026 plus vos 1 000 € de 2027 pour aboutir à un panier total de 10 000 plus 500 plus 1 000. Donc 11 500 €. Et ceci, ainsi de suite. Et donc vous avez toutes les hypothèses qui sont envisageables. Mais donc le principe, vous avez votre sac à dos de base de 10 000 €. Si vous n'utilisez pas votre sac à dos pour au moins 1 000 €, il y aura quelque chose qui pourra être utilisé sur les années suivantes. Et c'est capé à maximum 15 000 €. Par contribuable, donc si vous êtes marié, si c'est une déclaration fiscale introduite pour 2 contribuables, chacun sur ses avoirs propres ou éventuellement si c'est une communauté, on coupe ça en 2, mais chacun a bien son propre sac à dos. François Collomb, je vais rester avec vous parce qu'il y a un élément de la taxe qu'il faut absolument aussi aborder et clarifier pour nos spectateurs, c'est cette non-taxation des plus-values historiques.
expliquez-nous un petit peu toutes les implications que ça a, parce que dit comme ça a l'air simple, on ne taxe pas tout ce qu'il y a comme plus-value avant 2026, mais ça a plein de conséquences, et surtout dans la façon de faire en sorte que ce ne soit pas taxé. Oui, effectivement, cette taxe sur les plus-values, et vous l'avez parfaitement présentée, elle est en réalité assez simple, puisque pour une fois, si je puis dire, une plus-value fiscale, c'est effectivement une plus-value telle qu'on la conçoit aisément, c'est-à-dire la différence entre un prix de vente et un prix d'acquisition. Mais pour s'éviter évidemment des problèmes de rétroactivité, le choix du gouvernement a été de dire on va geler les plus-values historiques. Donc non seulement la loi, on entend qu'elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026, et le ministre des Finances l'a encore confirmé ce matin, vraisemblablement elle entrera en vigueur au 1er janvier 2026, mais en plus de cela, on va d'une certaine manière geler les valeurs au 1er janvier 2026, à savoir que nous allons exonérer les plus-values historiques. J'ai acheté un titre pour un certain montant en 1980, pour utiliser un exemple très caricatural, eh bien je ne vais fort heureusement pas être taxé sur toute la plus-value qui a été accrue depuis 1980 jusqu'au 1er janvier 2026. On va en réalité geler des valeurs historiques au 31 décembre 2025. Alors, je m'arrête simplement sur ce point-là, sur le plan pratique, parce que ça a l'air d'être simple comme ça, mais en réalité, ça nécessite tout de même, de la part des investisseurs, une démarche active. Une démarche active qui est d'être en mesure de déterminer, si un tiers ne peut pas le faire, cette valeur d'acquisition au 31 décembre 2025. Alors évidemment, pour les titres cotés en bourse, ça présente assez peu de difficultés puisqu'on va prendre la valeur de clôture au 31 décembre 2025. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais nous n'avons pas que des titres cotés en bourse et pour tous les titres qui n'ont pas de valeur fixée par une bourse de valeur mobilière, eh bien, il va falloir être en mesure de justifier cette valeur. Je pense aux titres non cotés, évidemment. Je pense aussi aux cryptoactifs qui ne sont pas inscrits à une cote de valeur mobilière et dont il va falloir, le cas échéant, démontrer la valeur au 31 décembre 2025 si on veut appliquer effectivement le texte tel qu'il est actuellement rédigé. Alors, il y a également une particularité qui ne va pas rendre les choses simples et qui appelle également à une certaine vigilance de la part des investisseurs. C'est que cette valeur au 31 décembre 2025, il se peut qu'elle soit moins intéressante finalement sur le plan du calcul de la plus-value que la valeur d'acquisition historique. Le cas très simple en réalité, c'est le cas où le titre qui a été acheté a perdu de la valeur au 31 décembre 2025. Donc ma valeur au 31 décembre 2025 est moins intéressante dans la perspective d'une plus-value ou d'une taxation des plus-values que ma valeur d'acquisition historique. J'ai acheté un titre 100 en 2023, il vaut 80 au 31 décembre 2025 et j'entends le revendre 120. Si je me base sur la valeur au 31 décembre 2025, je vais avoir une plus-value de 40. Si je me base sur la valeur en 2023, je n'aurai qu'une plus-value de 20. J'ai donc intérêt à pouvoir retenir cette plus-value, cette valeur historique d'acquisition en 2023. Alors, le texte de loi, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui rédigé, l'avant-projet, prévoit que vous allez pouvoir effectivement démontrer cette valeur d'acquisition historique. Il va falloir donc la connaître et être en mesure de la démontrer effectivement. Mais attention, et ceci va avoir aussi une incidence probablement sur le moment de prise ou de non-prise des plus-values, vous ne pourrez faire valoir cette valeur historique qui n'est pas la valeur au 31 décembre 2025 que si vous réalisez une plus-value avant le 31 décembre 2030. Donc vous voyez que rien n'est simple. Alors pourquoi vous disais-je que cela va peut-être amener évidemment à une réflexion sur ou une incidence sur le fait de savoir si je prends ou pas une plus-value, c'est que si j'ai effectivement une valeur historique qui est
plus importante que ma valeur au 31 décembre 2025, j'ai finalement une forme d'incitant à céder ce titre avant le 31 décembre 2030. Donc là, on n'a pas de neutralité, si je puis dire, de la législation fiscale. Il y aura certainement un impact dans le chef des investisseurs sur le fait de savoir s'ils réalisent ou pas leur plus-value avant le 31 décembre 2030. Mais dans tous les cas, je pense que pour les investisseurs, il est très important de se poser la question au plus vite, à tout le moins, de la valorisation de ces participations, soit au 31 décembre 2025, soit de leur valeur d'acquisition avant le 31 décembre 2025. Pour les titres non cotés, si j'ai encore quelques minutes pour vous en parler, pour les titres non cotés, comment va-t-on procéder à cette valorisation? Alors là, on a en fait un panel de méthodes de valorisation qui sont proposées par l'avant-projet de loi. Pour les sociétés ou pour les actions de sociétés non cotées, vous allez pouvoir fixer cette valeur sur la base d'une valeur qui ressort d'un acte de cession d'actions qui a eu lieu entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, une augmentation de capital ou la constitution d'une société qui révélerait la valeur de cette société. Vous allez également pouvoir vous baser sur des éléments de nature contractuelle en vigueur au 1er janvier 2026 dans lesquels apparaissent une méthode de valorisation ou une valeur des actions. Ce sera le cas notamment lorsque vous avez des plans d'options sur actions dans lesquels apparaissent une méthode de valorisation des actions. Si ce contrat est en vigueur au 1er janvier 2026, vous allez pouvoir opposer cette valeur pour déterminer la valeur des actions. Vous allez aussi, par défaut, enfin, il y a une valeur par défaut parce que tout le monde ne disposera pas de ces éléments-là. Et la valeur par défaut, c'est une valeur qui consiste à valoriser la société au montant de ses fonds propres, additionné de 4 fois l'EBITDA, donc le résultat opérationnel avant dépréciation et amortissement. Vous avez aussi, et c'est probablement ce que beaucoup d'actionnaires de sociétés ou de sociétés vont faire dans les mois qui viennent, vous avez aussi la possibilité de faire attester cette valeur par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise. Et la bonne nouvelle, si je puis dire, pour ces professions, je pense précisément ou plus particulièrement aux experts comptables qui n'ont probablement pas que ça à faire que des valorisations d'entreprise. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous laissait un délai jusqu'au 31 décembre 2026 pour établir la valeur au 31 décembre 2025. Les experts comptables on aura désormais jusqu'au 31 décembre 2027 pour déterminer cette valeur au 31 décembre 2025. Donc vous voyez que, et ça illustre bien finalement la mécanique de cette loi ou de cette taxation sur les plus-values, ce qui peut paraître simple initialement, en réalité se révèle beaucoup plus complexe à l'analyse du texte ou de l'avant-projet de loi. Ça pose la question de tout ce qu'il y a lieu de faire en amont de cette taxe sur les plus-values. Alors, en pratique, donc, outre la valorisation d'actifs éventuellement non cotés, qu'est-ce qu'un investisseur aujourd'hui doit avoir en tête avant le 1er janvier 2026 ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour s'y préparer, pour faire en sorte de ne pas être, en quelque sorte, le dindon de la farce, on va dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire de faire? On l'a vu avec ce step-up qui est mis en place, c'est-à-dire que votre plus-value étant calculée à partir du 1er janvier 2026, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de vendre maintenant, avant le 1er janvier 2026? La réponse est il n'est pas nécessaire de vendre, ça ne sert à rien. Par contre, est-il désavantageux de vendre? Est-ce que je vais être pénalisé si je vends? En principe, non, mais il pourrait y avoir certains cas où vous pourriez néanmoins perdre un avantage. En tout cas, pour tous les investissements qui, in fine, ne seraient revendus avant fin 2030. Le mécanisme est atrocement complexe. Je vais essayer de le rendre le plus simple ici. Vous avez acheté des actions Popcorn en 2023. Votre achat a été réalisé à un prix d'acquisition de 100. Le 31 décembre 2025,
votre action Popcorn ne vaut plus 100, elle vaut 80. La photo est prise sur le principe de base au 31 décembre 2025 et donc votre plus-value fiscale future va être calculée à partir du prix de 80. Vous vendez ultérieurement votre action Popcorn à une valeur où on va envisager les différents cas d'hypothèse. Vous vendez vos actions Popcorn qui valaient 80 le 31 décembre 2025. Finalement, vous les vendez à 70. Le coup de mou s'est prolongé. Vous réalisez une moins-value. Vous réalisez cette moins-value. C'est une moins-value qui va être une moins-value économique de 30. Vous les aviez achetées 100, vous les revendez 70. Elle valait 80 le 31 décembre 2025. Votre moins-value fiscale ne sera que de 10. Parce qu'on va prendre la valeur au 31 décembre 2025. On ne va pouvoir prendre que cette valeur-là. On ne va pas pouvoir, dans la situation de la moins-value, remonter même d'ici fin 2030 à la valeur d'acquisition initiale de 30. Vous n'allez pouvoir déduire que 10. C'est un peu la contrepartie du step-up au 31 décembre pour les plus-values. Deuxième cas d'hypothèse. Toujours Popcorn, acquis à 100, qui valait 80 le 31 décembre, et vous le revendez plus tard à un prix de 90. C'est-à-dire par rapport à la photo prise au 31 décembre, vous êtes à une valeur de plus-value de 10. 80 valeur photo, 90 prix de vente, 10 de plus-value. Mais économiquement, vous êtes en moins-value de 10. Vous l'aviez acheté à 100, vous le revendez à 90. Si la vente intervient avant fin 2030, vous allez pouvoir prendre en compte cette valeur d'acquisition initiale. Et c'est là où le fait de se dire j'ai envie de vendre aujourd'hui tout mon portefeuille avant le 31 décembre et puis comme ça le 1er janvier je repars avec une feuille blanche et tout sera beaucoup plus simple, vous risquez de perdre des opportunités de quand même déduire des moins-values antérieures sur la quote-part qui existera en plus-value future. C'est tordu, ce n'est pas de mon fait, c'est du fait de l'avant-projet. Mais donc, dans cette situation-là, il y aurait intérêt à conserver des titres acquis par le passé, des titres qui ne vont pas très bien, qui vont avoir une valeur inférieure à votre prix d'acquisition, mais que vous revendriez à une valeur un peu supérieure. Dans les autres cas d'hypothèse, peut-être pour très rapidement reprendre toujours mon exemple Popcorn, société acquise à 100, elle vaut 80 le 31 décembre, elle est revendue à 110. Au niveau fiscal, plus-value de 30. Au niveau économique, plus-value de 10. Si la vente a lieu avant fin 2030, vous allez pouvoir corriger la plus-value fiscale pour retomber sur la plus-value économique. Tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain au moment du prélèvement de la taxe, parce qu'il faut savoir que cette taxe doit être prélevée par voie de précompte mobilier, normalement par les banques, en tout cas pour les actifs financiers déposés sur des comptes titres. Et ces banques ne vont pas pouvoir tenir compte de vos moins-values, parce que vous pouvez très bien avoir des moins-values dans une banque, des plus-values dans une autre. Une banque ne sait pas non plus si, en fonction des plus-values chez elle, vous dépassez ou vous êtes sous le seuil d'exonération de 10 000 euros. Donc le seuil, c'est vous qui allez devoir le revendiquer aussi. Comment ça va se passer? Ce sera au moment de la déclaration fiscale. Donc, Maître Collomb, ma question c'est, une fois que la taxe sera en vigueur, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire en tant qu'investisseur? Comment préparer tout ça? Comment s'y faire? Oui, alors vous avez compris qu'il y a un exercice de documentation assez important qui va devoir tout de même être fait si vous voulez pouvoir anticiper à tout le moins la charge ou votre charge fiscale liée à vos investissements financiers, à vos plus-values et à vos moins-values. Alors effectivement, comme M. Gallois vient de l'indiquer, on a un système qui est tout à fait hybride puisque on a prévu
bien évidemment que les banques qu'on appelle toujours à la rescousse pour collecter l'impôt soient impliquées dans le dispositif et donc elles vont effectivement procéder à la retenue d'un précompte mobilier de 10% sur les plus-values qu'elles connaissent. Quand elles seront prêtes. Du moins quand elles seront prêtes, effectivement, puisque forcément elles sont aussi soumises aux aléas du gouvernement et donc elles préparent leur dispositif pour le moment. Le ministre d'ailleurs disait qu'il avait conscience que probablement certaines de ces banques ne seraient prêtes que plus tard, mais manifestement en bons élèves, les banques qui ne seront pas prêtes informatiquement lui ont confirmé qu'elles feraient les choses manuellement. Je suis tout de même assez impressionné par le volontarisme des banques, tant mieux. Mais revenons à nos moutons. Il y a donc un système hybride de précompte mobilier qui pourrait être retenu par les banques, ou qui sera retenu par les banques, à tout le moins. Mais comme l'a dit M. Gallois, il y a tout un tas de choses que les banques ignorent. Elles ignorent la valeur d'acquisition historique, ou en tout cas, elles ne sont pas nécessairement en mesure de les déterminer. Elles ne vont pas savoir si vous avez plusieurs comptes titres auprès de plusieurs banques, et donc effectivement, le seuil de 10 000 €, elles seront bien incapables de le calculer dans le cadre de la retenue de leur précompte. Et donc, tous ces éléments-là, vont devoir faire l'objet d'une correction par la voie de la déclaration fiscale. Donc en fait, elles seront là pour prélever à maxima, si je puis dire, la taxe sur les plus-values, et il incombera aux investisseurs que vous êtes de corriger, si je puis dire, cette taxation par la voie de la déclaration fiscale. Alors, je ne sais pas si ça figurera toujours dans la dernière mouture du texte qui finira peut-être un jour par être voté, mais il est prévu, à tout le moins, une procédure d'opt-out qui, me semble-t-il, à tout le moins, vous évitera le préfinancement d'un impôt que vous ne pourriez récupérer qu'un an et demi après avoir rempli votre déclaration, après avoir perçu le revenu et 6 mois ou 7 mois après avoir rempli votre déclaration fiscale. Ce système d'opt-out consiste simplement à dire no passaran, je m'occupe de tout, vous, la banque, vous ne devez rien prélever et je me chargerai de déclarer cela dans ma déclaration fiscale, ce qui me paraît fondamentalement probablement plus simple, à tout le moins pour ceux qui veulent calculer les choses au plus juste, puisqu'ils éviteront un préfinancement. D'autres, probablement, ne recourront pas à l'opt-out et, comme certains, veilleront à la retenue du précompte mobilier, renonceront peut-être à tous les avantages qui leur sont offerts par la nouvelle mouture de la taxe, à savoir retenir des plus-values historiques, bénéficier d'une exonération de 10 000 €. Pour quelles raisons renoncerait-il à tous ces avantages ? Vraisemblablement pour une raison qui tient parfois à cœur des investisseurs, celle de la confidentialité, évidemment, sur les investissements et la nature des investissements auxquels ils ont procédé, puisque le précompte, c'est aussi une certaine discrétion. Exact. Et le cas échéant, et là aussi à voir au niveau du opt-out, si on peut un peu mixer et prendre le meilleur des deux mondes. Et une des réactions pourrait être de se dire, je garde mon compte titre historique avec mes valeurs historiques, j'ouvre un nouveau compte titre pour mes nouveaux investissements à partir de 2026. Sur ce compte 2026, éventuellement, je me simplifie la vie en disant comme ça, la banque va procéder à toutes ces retenues à source et je ferai mes arbitrages, moi, après, pour dire est-ce que je revendique des moins-values réalisées ailleurs sur d'autres portefeuilles, ou est-ce que finalement, je reste discret sur ma nouvelle poche 2026. Tout est fait et cela je ne dois pas regarder et je me préoccupe que de l'historique avec mes arbitrages que je vais devoir faire au fil du temps. Donc ça pourrait être une piste de préparation et de se dire j'ai mon compte historique, j'en ouvre un nouveau à partir du 1er janvier 2026 pour faire mes nouveaux investissements en 2026. Je précise que Maître Denay n'est pas grand actionnaire de banque. Donc effectivement, c'est très important ce qui vient d'être dit, cette retenue par voie de précompte. Pour avoir testé le simulateur de calcul de la taxe de l'éco, on constate que dans de grands nombres de cas, il va falloir récupérer une bonne partie de la taxe sur les plus-values prélevée par la banque à la source. Donc c'est important de réfléchir à ça, de faire le bon choix, parce que la récupération de cet impôt, ça va être au minimum une année plus tard, si l'investissement extrait drôle arrive très rapidement. Donc voilà, c'est des choses à avoir à l'esprit. Je propose qu'on prenne quelques questions dans le public.
Vous venez de mentionner que nous serons tous obligés de préparer des documents, évidemment, ça me paraît logique. Est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui quels formats seront acceptés ou demandés au niveau de la déclaration fiscale? Est-ce qu'il s'agira de documents Excel qui contiennent toutes les informations nécessaires pour calculer ce qui est en dessous des 10 000 ou au-dessous? Et voilà ma question. Comment prouver? Les modalités pratiques ne sont pas encore définies, mais à tout le moins, donc il va s'agir de prouver une valeur initiale. Et face à une société cotée, ce sera l'historique de cotation, mais surtout votre bordereau d'achat. Et donc là, on va pouvoir se retrouver face à une grosse difficulté quand c'est historique, voire vu que la plus-value vise les cessions à titre onéreux, vous avez reçu ces actions de votre père, de votre grand-père ou quoi que ce soit. Bon, évidemment, au plus l'historique d'acquisition est long, au plus probablement la plus-value est importante. Mais ça peut être effectivement un gros problème de documentation de retrouver la valeur historique. Sachant que c'est une question qui est temporaire, vu qu'elle ne va valoir que pour les 5 années à venir sur les actions cotées. Bonjour. Je vends des options, je touche une prime. J'ai des options qui ont une maturité dans l'année prochaine. Quelle va être le taxe sur les plus-values pour ça? Je vais distinguer 2 types d'options. Vous avez les options Stock Option Plan et vous avez les options cotées sur le marché que vous achetez comme ça en dehors d'un plan d'intéressement. Les actions que vous achetez sur le marché en dehors d'un plan d'intéressement, ça va être exactement le même principe. Quelle est votre valeur de vente? Quelle est votre valeur d'acquisition? Le différentiel est une plus-value. Bonjour. J'ai une question concernant les achats antérieurs à 2025. Imaginons qu'un investisseur prenne 100 actions en 2020, en prenne encore 50 en 2022 et par exemple encore 75 en 2024. Au niveau des plus-values, bien sûr, sur quelle base va-t-on se baser? Sur le FIFO ou sur l'IFO? Alors, il faut distinguer effectivement 2 choses sur la manière de procéder pour le calcul de la plus-value. Pour toutes les plus-values qui vont être réalisées à partir du 1er janvier, pour tous les titres acquis à partir du 1er janvier 2026, la méthode, ce sera la méthode FIFO, donc First In, First Out. Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2026, on va pouvoir donc, comme je l'ai indiqué, se baser sur une valeur historique. Là, il n'y a pas d'exigence, si je puis dire, d'appliquer une méthode FIFO, puisqu'il faudrait à ce moment-là déterminer l'ensemble des dates d'acquisition des titres pour apprendre une valeur moyenne des titres. Oui, bonjour. La question est la suivante. Dans le cas où vous ne vendez rien, vous n'avez pas de taxation. Rien. Oui, effectivement, c'est le principe de réalité. Tant qu'on ne vend pas, on n'est pas taxé, heureusement. Oui, on n'est pas taxé sur les... Oui, il y a quand même, dans certaines situations, il y a des opérations qui sont assimilées à cession. Et donc, vous déménagez de Belgique, c'est assimilé à une cession. Donc, effectivement, tant que vous restez en Belgique et que vous ne touchez à rien, et que vous ne procédez pas à une opération qui, pour vous, est sans doute pas une cession, mais qui, juridiquement, est une cession, un apport ou quoi que ce soit, tant que vous n'avez pas de cession à titre onéreux, il ne se passe rien. Même une donation, il ne se passe rien. Bonjour, voilà ma question. En ce qui concerne les plus-values historiques, je vois dans mon compte titre, tous les titres donc sont repris dans le compte titre, que la banque mentionne chaque fois les plus-values. Donc, en fait, si la taxe de 10% est prélevée à la manière d'un précompte mobilier, je suppose qu'alors la banque a conscience de la plus-value historique et qu'elle ne va appliquer les 10% de précompte qu'après, passer le montant de la plus-value en question qui a été cartographié alors le 31 décembre. C'est juste ? Ça aurait pu, ce ne l'est pas, malheureusement. Parce que la banque va prendre, et la loi va l'obliger à prendre la valeur au 31 décembre 2025. Et la banque elle-même n'est pas forcément sûre. Imaginez que vous avez eu un transfert de titres d'un compte à un autre.
vous êtes toujours propriétaire des titres. Votre nouvelle banque ne va calculer dans sa photo d'évolution de votre plus-value que la date qu'elle connaît, qui est la date d'entrée dans le compte titre de la banque, qui n'est pas nécessairement la valeur historique. Donc, je suis tout à fait d'accord. Ces titres-là sont restés là, dans la même banque, ça n'a pas bougé, il n'y a pas eu de transfert, rien du tout. Malheureusement, l'avant-projet de loi dit on prend la photo au 31 décembre 2025. L'institution financière, après, qui prélèverait sous forme de retenue à la source, va prendre la valeur au 31 décembre 2025. Elle ne va pas prendre une valeur historique. On peut trouver ça illogique, mais aujourd'hui, en l'état de l'avant-projet, c'est comme cela que alors comment fait-on pour sauvegarder les plus-values historiques? C'est à vous, alors qu'il reviendra par voie de votre déclaration fiscale à établir une autre valeur et donc d'arriver avec votre bordereau d'achat de, je ne sais pas moi, 2022 ou quoi que ce soit, et de montrer que c'était une valeur inférieure à celle du 31 décembre 2025. Oui, bonjour. Merci pour votre éclairage sur cette nouvelle complexité. Ma question concerne les SICAV RDT, revenus définitivement taxés. Ma question, c'est est-ce que les SICAV RDT vont-elles permettre de bypasser, de passer outre, entre guillemets, cette nouvelle complexité? Oui, alors on ne l'a pas précisé, mais la taxe sur les plus-values, elle s'adresse aux personnes physiques et aux personnes morales. Personnes morales étant les personnes morales sous l'angle du droit fiscal, ASBL Fondation, sauf celles qui bénéficient de la possibilité d'émettre des attestations pour des dons déductibles. Les sociétés ne sont pas visées. Donc d'abord, les SICAV RDT sont surtout des instruments qui sont commercialisés en faveur des sociétés, puisque ça leur permet d'investir des moyens dans des valeurs mobilières qui bénéficient d'un régime fiscal plus avantageux. Donc, ça sera sans effet par définition, puisqu'elles ne sont pas visées, les sociétés, sur la taxe sur les plus-values. Est-ce que des personnes physiques peuvent acheter des SICAV RDT? Je suppose que oui. En réalité, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Elles ne font l'objet d'aucun traitement fiscal particulier dans le chef des personnes physiques, donc elles seront pleinement soumises au niveau dispositif de la taxe. Oui, mais peut-être, c'est parce qu'il y a techniquement aujourd'hui probablement un petit trou dans la raquette dans l'avant-projet. Et qui existe toujours dans l'avant-projet du mois de juillet, mais il y a eu un accord pour le corriger, selon mes informations, au niveau du gouvernement. Donc, vous faites sans doute référence indirectement à un petit trou qu'il y avait dans la raquette dans l'avant-projet qui a été refermé. Le trou étant qu'on a une exonération explicite qui est prévue dans l'article 21 du Code des impôts sur les revenus qui va viser des opérations de rachat. Le texte de l'imposition des plus-values ne visait que les achats à l'exclusion des rachats et donc on pouvait vouloir comprendre que les rachats d'actions réalisés par des sociétés d'investissement, qu'elles soient RDT ou que ce soit une SICAV ordinaire, ne tomberaient pas sous la disposition des plus-values parce que c'est un texte plus spécifique. Cette interprétation semble être invalidée au niveau d'une modification à apporter à l'avant-projet. Au niveau des droits de succession, donc il y aura forcément un portefeuille qui sera bloqué, on aura un calcul de la valorisation de ce portefeuille, quid des héritiers? Ça peut être une très très mauvaise surprise. Ce n'est pas la succession elle-même qui va générer un problème. Plutôt, on va avoir deux faits générateurs d'impôts distincts. Un, les droits de succession. Les héritiers vont devoir payer des droits de succession sur ce qu'ils recueillent. Mais ce qu'ils recueillent, ce sont des actions qui ont une valeur d'acquisition et une plus-value qui est latente à ce moment-là. Et puis, les héritiers vont vendre les actions. Et au moment où ils vont vendre les actions, quelle valeur va être prise en compte au niveau des héritiers? Ce ne sera pas la valeur du jour de la succession, ce sera la valeur d'acquisition de la personne dont ils ont hérité. Et donc, là, vous allez me dire qu'ils vont payer deux fois sur quelque chose. Effectivement, ils vont payer des droits de succession sur la plus-value latente et ils vont payer la plus-value du défunt en amont, oui. C'est une potentielle double imposition qui n'est pas du tout juridique. Et c'est ces deux impôts différents. Mais effectivement, parce qu'il n'y a pas de prise en compte d'une revalorisation au jour du décès pour la plus-value. Bien financer l'État fédéral et les régions. Oui. Ce que je pense être un autre trou dans la raquette. J'ai acheté des actions en dollars, avec des dollars.
Je fais une plus-value sur mes actions en dollars. Je ne les convertis pas en euros. Ou bien même, je fais une plus-value en dollars, mais entre-temps, l'euro a baissé. Mais je ne les convertis pas en euros. Qu'est-ce qui se passe? Et à contrario, j'ai acheté des actions suisses. Elles ont baissé, mais le franc suisse a valorisé. Et là, j'ai une plus-value en euros. Sauf erreur de ma part, mais il n'y a pas de trou dans la raquette sur ce plan-là. Mais sauf erreur, le texte prévoit qu'on va prendre on va prendre la valeur en euros convertie à l'acquisition et à la revente pour le calcul de la plus-value. Donc si vous achetez en dollars et que vous revendez en dollars, vous démontrerez votre prix d'acquisition en dollars et on le convertira en dollars à la date d'acquisition. Prix de revente en dollars, on convertit en euros à la date de revente. Exactement. Et si vous faites après encore un résultat de change sur les francs suisses que vous n'avez pas converti immédiatement au jour de la vente, là c'est un autre résultat financier qui subira son régime. Si c'est une plus-value, c'est une moins-value, mais c'est bien un actif financier qui sera imposable, plus les actions, mais un taux de change, un résultat de change. J'ai acheté des actions Popcorn au mois de janvier. Et au mois de janvier, l'action Popcorn coûtait 100 €. Au mois de mars, j'achète des Popcorn qui ont dévalué, qui sont à 50 €. Et au mois de septembre, je vends 50 actions Popcorn en me disant ça va peut-être plus bouger. Je sors dehors, mais pas tout. Sur quoi je vais être taxé finalement? Sur ce que j'ai acheté en janvier ou ce que j'ai acheté au mois de mars, j'avais dit. First in, first out. Exactement, first in, first out. On commencera par regarder votre résultat sur les actions achetées au mois de janvier. Bonjour, tout d'abord, merci pour tous ces éclaircissements. Je comprends qu'ils regardent les valeurs d'acquisition et les valeurs finales. Les frais ne sont pas pris en compte et la taxe, la TOB, n'est pas prise en compte. Donc, je suis taxé sur une taxe. Est-ce que c'est pas contestable, ce genre de choses ? Ce sont des bases différentes. La TOB existe, puis vous avez aussi une TACT, puis de la taxe annuelle sur les comptes titres, et puis vous avez l'impôt sur les revenus. Nous sommes face à un millefeuille. Est-ce qu'on a une multitude d'impositions? Ce sont tous des faits générateurs qui sont différents. La TOB est une taxe sur l'opération de bourse en tant que telle dès qu'il y a une acquisition ou une cession. Donc le fait générateur est lié à l'opération sur le marché secondaire en tant que tel. La TACT, c'est le compte titre. Et puis la plus-value. Maintenant, il est probable que la loi, une fois qu'elle sera votée, sera soumise à une analyse assez détaillée pour voir les points qui pourraient être contestés, le cas échéant, devant la Cour constitutionnelle. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, donc on suivra ça évidemment de très près et on vous tiendra au courant dans l'écho. Merci pour votre attention. Un grand merci à nos deux conférenciers, François Collomb et Laurent Donnet de Casto. Et à bientôt. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, dites-le nous, parce que nous avons enregistré d'autres conférences pendant le Salon Finance Avenue, et notamment le débat des stratégistes de Marc Lambrecht, que nous partagerons bientôt avec vous en guise de cadeau de Noël. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine avec un Tracker Plus passionnant qui fera un détour par l'analyse technique, mais aussi les voitures de collection. Mon invité s'appellera Frédéric Leroux, gérant global chez Carmignac, société française de gestion. C'était Julie Garrigue et Salim Nesba. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.